Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, faut-il se faire vacciner contre la Covid-19? De nombreux Béninois sont encore sceptiques par rapport à la vaccination. Dans cette édition, vous suivrez un reportage à ce propos. Démolition du bâtiment KISS sur le campus d'Abomey-Calavi. L'opération a démarré depuis quelques jours. On en parle dans un instant. Et puis, l'ancien président tchadien Hissène Habré a rendu l'âme aujourd'hui. Il est mort à Dakar après avoir contracté la Covid-19. Merci pour l'attention. Ce mardi, s'est ouverte la 5e audience du procès de l'ancien maire de la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada, et ses co-accusés dans l'affaire des 39 hectares à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le verdict initialement annoncé pour ce jour, mardi, n'a pas été finalement rendu. Les juges de la Criette ont renvoyé le dossier au 21 septembre prochain. Pendant que des cas de malades de Covid-19 s'accroissent, beaucoup restent toujours sceptiques par rapport à la vaccination. Une situation amplifiée par les nombreuses rumeurs sur les réseaux sociaux. Frédéric Espoir Mambou, Damien Pedro pour le reportage. Vendeuse au marché de Védocor, Dame Nelly Lokono rencontrée ce matin devant son étalage n'a pas jugé porter son masque anti-Covid. Une attitude qu'elle tente de justifier. Des fois on met le masque, mais le fait de vendre et parler avec les clients, ça fait qu'on ne peut pas toutefois mettre les masques. Consciente malgré tout de l'existence et des affres de la maladie, les nombreuses rumeurs sur les réseaux sociaux ne lui ont pas permis de se décider à faire le vaccin. Ils ont même publié ça sur les sites WhatsApp, des réseaux sociaux, qu'il y a quelqu'un qui a été faire le vaccin, mais il ne vit plus. Et c'est à cause de ça, moi, je ne peux pas... J'ai un peu peur quand même. Pourtant, le mal existe bel et bien et fait ravage. Et certains comme Olushade Alagbe sont passés tout près. Plusieurs personnes ont attrapé le Covid dans ma famille, donc j'ai jugé nécessaire de faire le vaccin. Et j'incite les gens qui sont sceptiques à venir se vacciner. Le vaccin ne fait pas du tout mal en tout cas. Janvier Sabo est infirmier du travail dans une société de la place. Il insiste sur l'importance du vaccin contre la Covid. En tant qu'agent de santé, je sais quelle est l'utilité et vu la gravité de la situation de la Covid-19 en ce moment, je crois qu'il y a plus à gagner dans la vaccination. Donc tout le monde devrait faire la vaccination. Donc c'est pour cette raison que moi je suis venu la faire. Et donc, pendant que les sceptiques continuent de ronger leurs freins, la maladie progresse sur le terrain. À la date du 19 août, le Bénin compte 125 morts avec plus de 12 021 cas confirmés. L'évolution de la pandémie de la Covid-19 inquiète les agents de santé de la zone sanitaire à Abomey-Calavi-Soava. Dr Rodrigue Koum confirme ici les propos du ministre de la Santé quant à la situation critique dans les centres de prise en charge des personnes atteintes de la Covid-19. On l'écoute. L'heure est grave. L'heure est très grave. La situation est très difficile parce que nous avons chaque jour beaucoup de nouveaux cas et surtout beaucoup de cas graves. Et malheureusement, également, nous enregistrons des décès. Et la situation est d'autant plus grave que les idées, les certitudes qu'on avait au début sont battues en brèche. Aujourd'hui, même les jeunes, 18 ans, 20 ans, 22 ans, 30 ans, attrapent la maladie, font la forme grave et en meurent. S'il vous plaît, l'heure n'est pas la tergiversation. Sortez, faites-vous vacciner. Regardez comment le vaccin est en train de sauver les gens en Europe. Aujourd'hui, ils ne meurent plus comme des mouches, comme on a vu il y a environ 1 an. C'est parce qu'ils ont été massivement vaccinés. Si le gouvernement a fait l'effort pour que ces vaccins qui sont rares sur le marché mondial soient disponibles au Bénin,
ne perdons plus notre temps à travers des fausses informations, à travers l'information des réseaux sociaux qui nous handicapent, qui nous font peur et qui font que nous n'arrivons plus à avoir la bonne décision. Le virus que nous avons actuellement est très dangereux, il est très contagieux, il est très virulent et la seule manière de le combattre, c'est de se faire vacciner, de se vacciner tôt. N'attendons pas 3 semaines, 4 semaines où on serait déjà dans une situation complètement catastrophique avant de dire qu'on va se faire vacciner. Pour se faire vacciner, c'est maintenant. Levez-vous, citoyens du Bénin, citoyens de Aboumey-Calavi, citoyens de Souava, levez-vous, allez vers les centres de vaccination pour vous faire vacciner. L'opération de démolition du bâtiment KISS à l'université d'Abomey-Calavi a été lancée en fin de semaine dernière. Les étudiants se réjouissent du démarrage des travaux. En attendant que ceux-ci ne soient élargis au bâtiment Hassan II, ils souhaitent que le processus soit accéléré. Clémence Tonoucoin, Denis Marouya étaient sur le campus universitaire. Voici leur reportage. Les travaux de démolition du bâtiment KISS à l'université d'Abomey-Calavi ont démarré le jeudi dernier, conformément à la décision du Conseil des ministres du 16 juin. Cette décision, qui vise à assurer la sécurité des étudiants, concerne également le bâtiment Hassan II, qui est encore intact à ce jour. Quelques étudiants rencontrés se réjouissent du démarrage des travaux. Nous, les étudiants, nous avons des difficultés de résider dans les résidences universitaires parce que la capacité des résidents aujourd'hui n'arrive pas à couvrir le nombre que nous sommes. À peine 600-700 personnes sont dans les résidences. Or, l'effectif de l'université, je ne pourrais le dire ici. Donc, c'est déjà un problème cela. Et il y a des bâtiments qui ne sont pas utilisés. Nous avons par exemple KISS, nous avons d'autres bâtiments encore qui ne sont pas utilisés. Si ces bâtiments-là sont en utilisation, cela pouvait augmenter la capacité des autorités à prendre les étudiants en résidence. Donc c'est un sentiment de joie, puisque dès que ça sera démoli, il y aura d'autres qui seront construits. Par rapport à la démolition, je ne pense pas trop. Moi j'apprécie, c'est appréciable. Les gouvernants sont dans une vision pour l'amélioration de nos résidences. Après le lancement de l'opération, l'équipe ne s'est pas représentée sur les lieux jusqu'à ce lundi matin. Le plus important pour les responsables d'étudiants, c'est de voir l'opération s'achever au plus tôt afin que de nouveaux bâtiments soient érigés. Jeudi dernier, cela a commencé. Ils sont venus annoncer le démarrage effectif de cette démolition à travers quelques cassures déjà, mais le travail n'a pas continué. Nous attendons qu'ils viennent pour continuer le travail afin que réellement le bâtiment soit démoli. Et ce qui importe pour nous, c'est qu'on puisse en construire d'autres. Jusqu'à aujourd'hui lundi, on n'a pas vu de pelleteuse. Le bâtiment Hassan II aussi, qui fait partie des bâtiments à démolir, n'a toujours pas été touché. L'État a pris cette résolution de pouvoir les casser en vue de nous doter encore d'autres bâtiments. Donc notre appel, notre cri de cœur, c'est que l'État ne puisse pas durer dans ce processus-là de reconstruction de nouveaux bâtiments pour les étudiants. Et penser aussi à finir, à demander à l'entrepreneur, autant pour moi, de venir terminer le bâtiment Bébide. Rappelons que la décision de démolition a été prise suite à une étude commanditée par le gouvernement qui révèle de sérieuses dégradations du bâtiment KISS et un phénomène vibratoire en ce qui concerne le bâtiment Hassan II. Depuis des années, les usagers du tronçon Carrefour-Ita-Rue-Donou souffrent le martyre. Une situation due à l'état de dégradation du piste cyclable et de l'embouteillage qui s'observe sur ce tronçon. Reportage. Et sur le tronçon Carrefour-Ita-Carrefour-Godon, c'est de calvaire. Une plainte qui traduit bien la peine des usagers de la voie Bidosessi-Ita-Rue-Donou qui subissent de plein fouet les affres de l'embouteillage qui sévit au quotidien sur ce tronçon. Une bien triste réalité face à laquelle les successifs gouvernements sont impuissants. Un vrai calvaire pour nous de traverser surtout ce tronçon-là parce qu'on fait carrément sur une distance
de 100 mètres, plus de 15 minutes à des moments donnés. Il faut être très habile en circulation pendant ce temps à cause du go slow. Quand nous quittons la maison les matins, vraiment, tu peux même dire que tu vas quitter la maison à 5 heures, tu es obligé de rentrer dans le go slow. Le go slow est tellement géant qu'on ne sait même pas comment circuler. On est obligé d'être en retard. L'embouteillage n'est qu'une infime partie du calvaire que vivent les usagers de cette voie. Et les matins, tu ne peux pas encore passer sur la chaussée parce que les policiers vont encore t'arrêter alors que la piste cyclable est vraiment dégradée et ça nous crée de problèmes. Le carrefour Ita, pour prendre la piste cyclable pour arriver sur le pont, c'est complètement gâté. Et puis, ce qui m'énerve encore, les policiers restent à la fin de la piste cyclable pour arrêter les gens, pour prendre la moto des gens. Et ceux qui veulent fuir font des accidents. Il est peut-être arrivé le moment pour que des solutions soient trouvées afin de désengorger ce tronçon principal axe qui relie la capitale économique du Bénin, Cotonou, à la cité d'Octroi à Abomey-Calavi, selon les... Si l'autorité peut nous aider à rétablir la piste cyclable, on serait vraiment content de cette voie-là. Mon appel à l'endroit des autorités, c'est tout simplement de réactualiser cette route pour désengorger un peu la circulation. Ça nous réduit considérablement les pertes de temps avant d'aller au service les matins. Et c'est pour la sécurité de tous. L'État y gagnera beaucoup puisqu'il s'agit de la sécurité de ses citoyens. Les difficultés de circulation sur le tronçon Carrefour Bidosessi Ita-Ruedonou relancent les débats sur la nécessité du transport fluvial qui pourrait être une solution rapide et durable. Actualité en dehors du Bénin, l'ancien président tchadien Hissène Habré est décédé aujourd'hui. Il est mort à Dakar après avoir contracté le coronavirus. Hissène Habré avait été placé le 7 avril 2020 en résidence surveillée pour 60 jours à cause des risques liés à sa santé et à son âge. En Tunisie, le président Kais Saied prolonge le gel du Parlement jusqu'à nouvel ordre. Il a suspendu le 25 juillet dernier les activités des députés au nom de la lutte anti-corruption. La décision est dénoncée par l'opposition comme un coup d'État, en particulier par Ennahda. Le parti islamiste est malmené depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau président. Les manifestations populaires de ces derniers mois n'ont fait qu'affaiblir le parti islamiste rendu responsable par une majeure partie de la population tunisienne de la crise politique et économique qui gangrène le pays depuis la révolution de 2011. Le parti, qui dénonçait un coup d'État constitutionnel, comptant sur l'appui des Américains pour maintenir son hégémonie dans le pays, semble plus que jamais isolé. Certains membres du parti, comme le numéro 2 et ancien Premier ministre Ali Larayed, n'ont pas hésité à rejeter la responsabilité sur Rached Ranouchi, leur chef de file et président du Parlement. Entre crise nationale et crise en interne, les islamistes n'ont plus d'autre choix que de mettre de l'eau dans leur vin. Depuis plusieurs mois, Ennahda demeure dans le viseur du président de la République, Kais Saied, qui n'a pas hésité lors d'une conférence donnée à l'occasion d'une campagne d'aide aux plus démunis à les nommer directement suite aux nombreuses menaces reçues au palais de Carthage. Comment peuvent-ils atteindre la réputation des hommes et des femmes? Ils considèrent que les mensonges font partie des outils politiques. Je suis au courant de ce qu'ils manigancent. Je leur dis que je n'ai peur que de Dieu, malgré leurs tentatives misérables. Ils pensent aux meurtres et aux assassinats. Dans l'embarras, Ennahda a aussitôt réagi en condamnant fermement ces menaces et en apportant leur soutien au président de la République. Dans ce communiqué rendu public dimanche, Ennahda a appelé à éviter tout discours incitant à la mobilisation, la provocation et la violence, soulignant la nécessité de respecter les institutions de l'État, dont en premier lieu celle de la présidence de la République. Le parti n'a pas hésité à réitérer dans ce communiqué son attachement au dialogue pour surmonter la crise actuelle en Tunisie, un appel resté jusqu'ici ignoré par le président de la République, bien déterminé à ne rien lâcher. L'Algérie est en brouille diplomatique avec le Maroc. Plusieurs incidents ont contribué à raviver les tensions historiques entre Alger et Rabat, notamment la question du Sahara occidental. Retour sur les faits avec nos confrères de RT France.
Des relations de bon voisinage altérées. Le ton est monté d'un cran cet été entre les frères ennemis nord-africains. Une escalade qui prend son point de départ fin 2020. Le Maroc accepte alors de normaliser ses relations avec Israël. En contrepartie, les États-Unis doivent reconnaître le Sahara occidental comme territoire marocain. Une annonce qui ravive des braises historiques. Alger réaffirme son soutien aux indépendantistes sahraouis du Front Polisario. Mi-juillet, le Maroc rend la monnaie de sa pièce à Alger. Lors d'une réunion du mouvement des non-alignés à New York, l'ambassadeur du Maroc aux Nations Unies fait passer une note dans laquelle le Maroc paraît encourager les indépendantistes de la Kabylie algérienne, un mouvement classé dans la liste des organisations terroristes par l'Algérie. Le vaillant peuple kabyle mérite plus que tout autre de jouir pleinement de son droit à l'autodétermination. Pour Alger, une ligne rouge est franchie. Le 18 juillet, le pays rappelle son ambassadeur à Rabat. Quelques jours plus tard seulement, c'est le scandale du logiciel d'espionnage israélien Pegasus qui vient ajouter de l'huile sur le feu. L'Algérie met alors en cause le Maroc. L'Algérie exprime sa profonde préoccupation suite aux révélations faisant état de l'utilisation à large échelle par les autorités de certains pays, et tout particulièrement par le Royaume du Maroc, d'un logiciel d'espionnage dénommé Pegasus contre des responsables et citoyens algériens. Un peu plus tard, début août, le Maroc tente l'apaisement. Le roi Mohamed VI déplore les tensions avec son voisin et appelle le président algérien à rouvrir les frontières terrestres entre les deux pays, fermées depuis 27 ans à l'initiative de l'Algérie. Vous n'aurez jamais à craindre de la malveillance de la part du Maroc. La sécurité et la stabilité de l'Algérie et la quiétude de son peuple sont organiquement liées à la sécurité et à la stabilité du Maroc. Un drapeau blanc ignoré par Alger, qui pointe du doigt le soutien de son voisin au mouvement indépendantiste kabyle, accusé d'être responsable des incendies meurtriers qui ont ravagé la Kabylie et fait plus de 90 morts. Les frontières sont plus que jamais resserrées. Les actes hostiles incessants perpétrés par le Maroc contre l'Algérie ont nécessité la révision des relations entre les deux pays et l'intensification des contrôles sécuritaires aux frontières ouest. Le roi du Maroc n'a pas tardé à répondre. Ce samedi, il a dénoncé des attaques méthodiques contre son pays, sans ouvertement pointer du doigt son voisin maghrébin. Le Maroc, au même titre que certains pays du Maghreb arabe, fait face à une agression délibérée et préméditée. Agrippés à des positions préétablies et à des considérations obsolètes, les ennemis de l'intégrité territoriale du royaume ne souhaitent pas que le Maroc demeure la nation libre, forte et influente qu'il a toujours été. La détérioration des relations entre les voisins ennemis risque de déboucher sur le rétablissement des visas de circulation entre les deux pays et d'entraver la coopération économique à un moment où les marchés marocains et algériens ont plus que jamais besoin d'échanges et d'entraide. En Afghanistan, les exfiltrations se poursuivent dans les conditions difficiles. Washington a dit pouvoir évacuer tous les Américains d'ici au 31 août, mais les alliés comme la France veulent prolonger les opérations à l'aéroport de Kaboul. Les talibans se sont opposés à tout report du départ des forces américaines. Le compte à rebours est lancé. La date butoir fixée par les États-Unis pour quitter définitivement l'Afghanistan approche à grands pas. Washington avait annoncé le retrait de ses troupes au 31 août. Il reste donc une semaine pour exfiltrer les ressortissants du monde entier et de nombreux Afghans qui se sont réfugiés à l'aéroport de Kaboul. Seule place importante de la capitale qui n'est pas encore tombée aux mains des talibans. Des insurgés qui avaient mis en garde sur le respect de cette date butoir, indiquant qu'une ligne rouge serait franchie en cas de prolongation des Occidentaux sur le territoire afghan. Le mouvement islamiste promet des conséquences en cas de non-respect de cet accord. Une menace qui pousse les États-Unis à réaffirmer leurs intentions à propos de ce départ. Comme je l'ai dit, comme le président l'a déjà dit, nous pensons avoir le temps d'ici au 31 août d'évacuer tous les Américains qui le souhaitent. Pour tenter de respecter cette date, le rythme des exfiltrations a considérablement augmenté.
Depuis le 14 août, les États-Unis ont évacué et facilité l'évacuation d'environ 37 000 personnes. Depuis la fin du mois dernier, la fin du mois de juillet, nous avons relocalisé environ 42 000 personnes. Les États-Unis ne sont pas les seuls à continuer les rapatriements depuis l'aéroport de Kaboul. D'autres pays exfiltrent leurs ressortissants et des Afghans candidats à l'exil. C'est le cas notamment de la France qui continue à rapatrier via Abu Dhabi. Les discussions que nous avons eues tout à l'heure avec notre équipe à Kaboul montrent l'extrême difficulté de la situation. Ça n'a pas empêché le fait que l'on a pu exfiltrer 2000 personnes, 90 Français. Les autres sont soit des agents locaux qui ont travaillé pour nous en petit nombre parce que beaucoup avaient déjà été évacués avant. Des rapatriements qui vont se poursuivre dans les prochains jours avec un objectif, faire en sorte que tout le monde soit évacué avant le 31 août. Mais à l'image de la France, qui estime nécessaire un délai supplémentaire pour les exfiltrations, l'inquiétude grandit chez les pays alliés. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, met notamment en cause des contrôles et mesures de sécurité américains très stricts et demande plus de flexibilité de la part des États-Unis à l'aéroport de Kaboul. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain.